à tous, bienvenue, c'est l'équipe basket, le podcast de la rédaction de l'équipe qui parle basket. Je suis Guillaume de Goulet, nous nous retrouvons pour un nouvel épisode, le 5e déjà, pour décortiquer les moindres rebonds de l'actu basket. Cette semaine, évidemment, un spécial playoff NBA, après la bagatelle de 1230 matchs passionnants. Enfin pas tous, hein. La saison régulière s'est terminée dans la nuit de mercredi à jeudi. Place aux choses sérieuses, avec les 16 meilleures équipes de la Ligue qui vont en découdre sur 4 tours au meilleur des 7 matchs. Avec le printemps, c'est donc le retour des nuits blanches, des scénarios de dingo et des braquettes. Et nous aussi à l'équipe, on s'est amusé à imaginer à quoi pourraient ressembler les playoffs version 2018. Allez, rassurez-vous, pour me lancer dans cette expédition, je ne serai pas tout seul. Pour m'accompagner aujourd'hui, un casting de grande qualité, comme chaque semaine, mais celui-là est inédit ce vendredi. Honneur aux 2 petits nouveaux pour commencer. Enfin, petite façon de parler, Yann Onona, 1m85, salut Yann. Salut Guillaume, salut à tous. Amaury Perdrio, 1m98, salut Amaury. Salut Guillaume, bonjour à toutes et à tous. Et notre doyen qui fait son grand retour, Arnaud Lecomte, 1m69, salut Nono. Bonjour à tous. Et voilà, vous savez tout, on prend une grande inspiration. 3, 2, 1, début du game. Allez, on attaque directement par la conférence Est et par la meilleure équipe de l'Est, qui est, petite surprise, canadienne. Toronto-Washington, ce sera la première série à l'Est, avec ses 2 stars côté Raptors, Kyle Lowry et DeMar DeRozan. Une question simple, messieurs, est-ce que c'est l'année du Canada ? Qui se lance ? Yann ? Je te sens chaud patate là sur les Raptors. Est-ce que c'est l'année du Canada ? En tout cas, c'est une surprise. Comme tu disais Guillaume, Cleveland dominait les débats. LeBron James dominait les débats en fait depuis 7 ans dans la conférence Est, puisqu'il dispute la finale tous les ans. Toronto a affronté Cleveland plusieurs fois ces dernières saisons en play-off sans jamais réussir à franchir le cap. Ça peut être pour cette année. Pourquoi ? Parce que les Raptors ont changé leur manière de jouer. Ils font partie des meilleures attaques dans la NBA, mais aussi des meilleures défenses. Et le duo a changé son jeu. On distribue mieux la balle, on donne plus de passes décisives. Donc on a légitimement le droit de croire au moins à une finale NBA cette saison. Alors quand je regarde le petit bracket qu'on s'est amusé à constituer, je vois Toronto 4, Washington 0. Amaury, Washington, ils prennent pas un match pour toi sur cette série ? Pour moi, sur ce bracket, ils en prennent un pour la forme. Je pense que ils partent de trop loin avec la blessure de John Wall. Toronto s'est stabilisé sur les dernières années. Là où je diffère un peu dans le discours par rapport à Yann, c'est que je pense que c'était plutôt attendu que Toronto soit à cette place-là à la fin de la saison, compte tenu des blessures et des difficultés des autres équipes. Donc c'est une semi-surprise, et après, la pression elle est sur leurs épaules. Ils doivent prouver qu'ils ont été au même niveau sur les 3 dernières années, et un peu plus cette année. Pour moi, Washington, c'est une formalité, et ce sera à partir des demi-finales qu'on pourra discuter. Arnaud, Toronto, tu les vois aller jusqu'où ? Jusqu'en demi-finale, finale de conf, finale NBA ? Ils sont à l'abri d'un accident jusqu'au 2e tour, quoi. Évidemment, ils vont passer l'obstacle Washington sans difficulté. En revanche, le 2e tour, normalement, ce sera Cleveland, sauf erreur. Sauf erreur de parcours, voilà, j'ai peur que le chemin de Toronto s'arrête là, même si, avec l'avantage du terrain, avec la dynamique qui est la leur, avec le fait que cette équipe s'est quand même considérablement améliorée cette année, je demande à voir la demi-finale de conférence contre des Cavs dont on sait, et on en reparlera, qui sont tout sauf stables cette année, notamment en défense. Donc je pense que Toronto a un vrai coup à jouer au 2e tour. Après tout, je crois que les Raptors n'ont jamais été aussi forts que cette saison, même si leur bilan contre les meilleures équipes de la Ligue n'est pas si fantastique que leur première place à l'Est le laisse entendre. Néanmoins, c'est la meilleure saison historique. Ils ont une vraie dynamique, ils ont... Un vrai public aussi. Ils ont un vrai public depuis longtemps déjà, et qui effectivement va être chaud patate pendant ces playoffs. Ils ont aussi un banc qui s'est vraiment considérablement amélioré. Il y a vraiment une équipe complète. C'est pas seulement comme c'était à un moment donné une équipe d'arrière, contrairement à certaines autres équipes de la Ligue dont on va parler plus tard. Donc je pense que Toronto a un vrai coup à jouer. Maintenant, la raison me fait penser quand même que les Cavs auront leur tête au 2e tour. Allez, on enchaîne après le numéro 1 de la saison régulière à l'Est. Le numéro 2, c'est évidemment les Celtics de Boston, qui seront opposés dans ce premier tour aux Bucks de Milwaukee. Alors la dernière fois que les deux franchises se sont affrontées, c'était dans les années 80, c'était même en 1987. J'y étais.
C'était bien. Ouais, c'était une belle série. La question est simple, Yann. Ça va être Yann du coup, parce que là, franchement, c'est pas possible. La question est simple, Yann. Est-ce que même privé de Kyrie Irving, Giannis Antetokounmpo et les Bucks pourront profiter de cette absence pour passer, pour surprendre et sortir les Celtics? Alors, il y a un adage en NBA qui dit souvent que l'équipe qui a le joueur le plus fort dans l'ensemble d'une série doit gagner la série. Et on est exactement, je pense, dans le contre-exemple. C'est-à-dire que Boston, je vous rappelle, le premier match de la saison, au bout de 5 minutes, perd sa meilleure recrue, l'une de ses meilleures, pas sa meilleure recrue, mais son lieutenant. Sa deuxième meilleure recrue. Voilà, Gordon Hayward. Et finalement, les blessures se sont accumulées, du côté de Boston. Irving, Hayward, Marcus Smart, Daniel Theis, même si c'est secondaire. Et pourtant, il termine quand même deuxième de la conférence. Donc on voit qu'on a affaire à une équipe qui défend. On voit qu'on a affaire à une équipe qui est bien coachée, excellemment bien coachée par Brad Stevens, qui, je vous rappelle, quand il était arrivé, on lui avait demandé de tanker un peu la saison, et finalement, il avait fini au port des playoffs ou en playoffs, je ne me souviens plus exactement. Donc, on a du mal à croire quand même à Milwaukee, qui a passé une saison un peu difficile, avec notamment le débarquement de Jason Kidd, son entraîneur, en milieu de saison. Oui, j'ajouterais, pour conforter un peu ce que vient de dire Yann, qui était remarquable, c'est que Milwaukee n'a pas gagné une série de playoffs depuis 2001. 17 ans. Pas dire que la culture des playoffs, la culture de la gagne existe vraiment à Milwaukee, donc même si Boston en effet est fortement diminué, et ça risque d'ailleurs d'impacter le reste du chemin, je pense que Boston n'aura pas trop de difficultés, mais encore une fois il faudra défendre sur le Greek Freak, qui est quasiment indéfendable, et je vois pas qui dans cette équipe de Boston a encore les moyens de le freiner. Bon, évidemment c'est pas le grec Giannis Antetokounmpo dont on a envie de voir comment il se comporte vraiment en play-off. Malgré tout, c'est pas lui qui fera gagner la série à Milwaukee tout seul. Pourtant, quand je vois le bracket que vous m'avez gentiment donné, là, je vois Boston 4, Milwaukee 7, c'est-à-dire que ça va se terminer au match 7, cette série-là, Amaury, Boston 4, Milwaukee 3. Oui, pardon, Boston 4, Milwaukee 3. Alors que finalement, moi, personnellement, je donne Boston 2, Milwaukee 4. C'est un peu ma grosse cote de ces playoffs. Pour une raison, c'est tous vos arguments sont valables, mais il y a quelque chose que ni Brad Stevens, ni la saison ne pourront compenser, c'est le manque d'expérience de ce groupe. De Milwaukee, tu veux dire? Non, de Boston. En perdant Irving et Gordon Hayward, ils perdent en plus de 2 leaders, et il va leur manquer un peu cette caution qui en play-off est inévitable. Ils ont besoin d'expérience, et les Brown, les Tatum, c'est très bien, ça court, il y a une grosse hype, mais finalement ça va manquer de jus peut-être sur une série qui va s'étirer. Et à partir du 3 ou 4e match, moi, je pense qu'on peut voir Milwaukee commencer à sortir de sa boîte. On parle d'Antetokounmpo, mais il n'y a pas que lui. Il y a Chris Middleton, dont on ne parle pas beaucoup. C'est un des meilleurs joueurs de la franchise. Il est dans l'ombre, mais quand il sort les gros matchs, on ne peut plus arrêter Milwaukee à ce moment-là. Ils ont du jeu intérieur. Ils ont récupéré Eric Bledsoe pendant la saison, donc ils ont un vrai meneur de jeu. Donc ils sont capables de jouer leur va-tout sur cette série-là. Et à titre personnel, moi, je pense que pourquoi pas, Boston peut se faire piéger vraiment pour ce manque de joueurs et toutes ces blessures. Eh ben, c'est une grosse cote en tout cas, Amaury, pourquoi pas. Maintenant, voilà, on va voir ça. Maintenant, est-ce que Milwaukee, en effet, a parlait du manque d'expérience de Boston, est-ce que Milwaukee a de l'expérience en play-off? Pas vraiment, hormis une ou deux individualités un peu sérieuses. Bon, moi, j'ai vraiment du mal quand même à voir la surprise du premier tour, parce que ce serait vraiment la grosse surprise, malgré les blessures qui ont atteint Boston. Je la vois mal. J'ajoute qu'ils sont quand même à 2 partout sur la saison régulière. Oui, bon, ça. On sait que ça peut être anecdotique ou pas. Bon, on parlait de joueurs qui avaient l'expérience des playoffs. Je vous propose de passer sur un joueur qui a un petit peu de vécu en playoffs. Son prénom c'est LeBron, son nom c'est James. Il n'a pas loupé une finale NBA depuis 8 ans. Donc il n'a pas loupé une finale de conférence Est non plus depuis 8 ans, évidemment. Franchement, à part la défense un peu suspecte des Cavs, est-ce que les Pacers ont un autre argument pour créer la sensation, pour créer la surprise, Yann? Je suis tout à fait d'accord avec toi, Guillaume. Je pense que la mauvaise défense de Cleveland, c'est la seule chance, c'est la seule petite brèche dans laquelle peut espérer s'engouffrer Indiana. Cleveland encaisse 110 points par match. C'est beaucoup. C'est beaucoup trop. C'est beaucoup trop. Lors d'un match, ils ont même encaissé 148 points. Une défaite à domicile contre Oklahoma.
Donc c'est sûr que du côté d'Indiana, on peut compter jouer là-dessus, mais en dehors de ça, il faut prendre en considération qu'Indiana a déjà réussi sa saison. C'est-à-dire, on ne les attendait pas forcément en play-off, ils ont subi quand même un gros coup dur avec le départ de Paul George pour Oklahoma City, et finalement, ils ont découvert en Victor Oladipo, qui a bien été épaulé par Domantas Sabonis, le fils de Arvidas. Ils ont réussi une saison déjà inespérée, donc être là, c'est déjà une réussite. Arracher un match ou 2 matchs, ce serait fantastique, je pense, à leur niveau. Plus loin, on a du mal à y croire. On en revient toujours à la même chose. Est-ce qu'une équipe, aujourd'hui, est capable de battre LeBron James 4 fois sur une série de playoffs ? Il est dans quel état de forme, Amaury LeBron James ? C'est la première fois, je crois, qu'il a terminé une saison régulière en ayant joué tous les matchs. Est-ce qu'il n'est pas un petit peu fatigué en ayant porté les Cavs, même s'ils ne sont pas premiers de la conf, on a compris. Ils sont fatigué peut-être, mais ils sont 4e. Il est au sommet de son art. Il a peut-être produit une des plus belles saisons de toute sa carrière. Il domine dans tous les aspects du jeu. Il a un shoot fiable, que ce soit à 2, à 3 points. Il est capable de servir, capable d'influencer de tous les côtés du terrain. Et l'ambiance, le parfum des playoffs, il va inspirer ses coéquipiers. Il a un effectif qui est taillé pour les playoffs. Enfin, Kevin Love revient. Qui a été recomposé, hein, on le rappelle, en cours de saison. Ils ont changé pratiquement la moitié de leur effectif, mais à chaque fois, c'est des joueurs qui viennent pour remplir un rôle précis, et finalement tout ça va reconstituer le puzzle qui leur manquait en début de saison. Donc au final, c'est LeBron James en chef de file, mais on récupère Kevin Love, on a Jeff Green qui est capable de faire très très mal des deux côtés du terrain, Rodney Hood, je pense que c'est une très très belle recrue en provenance de Utah, et derrière ils ont un banc que n'a pas vraiment Indiana sur ce premier tour. On peut dire ce qu'on veut de Domantas Sabonis ou Glenn Robinson ou même peut-être Lance Stephenson, mais comme le dit Yann, sur une série de playoffs où il faut aller battre Cleveland 4 fois, donc 3 fois chez eux, ça me paraît juste mission impossible. Et puis qui défend sur LeBron James dans cette équipe d'Indiana là, qui essaye de défendre sur lui? On peut imaginer un Thaddeus Young, ou voilà, ça pourra pas être Oladipo, ça peut pas être Bogdanovic. Il y a personne qui physiquement va pouvoir s'opposer à lui. Personne. Y a-t-il un joueur dans toute la ligue qui peut s'opposer à lui, hein? Boris Diaw. Oui, mais il est plus dans la ligue. Enfin, je suis pas sûr que. Les dernières infos, il joue à Levallois. Oui. Moi, ce que je voulais ajouter à ce que dit Amaury, c'est que Indiana, malgré tout, et Cleveland ont fait une saison relativement similaire, puisque je crois qu'il y a 2 victoires d'écart, il me semble, entre les deux franchises. Donc c'est toujours pareil. C'est du 4-5 sur un premier tour. C'est toujours très serré. On va le voir à l'Ouest, ce sera un peu pareil. Donc moi, je suis un peu moins sévère que Yann sur la capacité d'Indiana à ennuyer Cleveland. Je suis persuadé que ça va être plus compliqué qu'on ne le pense. Je pense que Cleveland va passer, mais ce sera peut-être plus dur que ça, avec effectivement une équipe d'Indiana qui, je pense, a les atouts pour, et puis notamment mentalement, je veux dire, ils ont rien, ils ont tout à gagner contre Cleveland, donc il y a moyen d'aller chercher 1 ou 2 matchs assez vite dans la série, voilà, pour les pousser un peu. Donc si je résume, pardon. Je veux juste finir, tout dépendra aussi du niveau de performance de Victor Oladipo, qui a réussi la meilleure saison de sa carrière, mais si Cleveland trouve la solution contre lui, on peut aussi finir avec un sweep. Alors justement, la rédaction de l'équipe proposait un 4-2 en faveur de Cleveland. Tout le monde est OK avec ça? C'est ça. J'aurais pu dire 4-1, mais... Voilà. Oui, c'est histoire de mettre ton grain de sel, quoi. Ouais. D'accord. Leur grain de sel, justement, ils ont envie de le mettre dans ce parcours à l'Est, dans ce tableau de l'Est. Je veux évidemment parler de Philadelphie, les Sixers qui n'ont plus été sacrés depuis 1983, portés à l'époque par le trio Dr. J, Moses Malone et Maurice Cheeks. La question est simple, est-ce que ça peut être l'année des Sixers? Est-ce qu'on sent beaucoup d'enthousiasme, beaucoup d'attente autour de cette équipe, même si Joel Embiid, le pivot titulaire, joueur dominant s'il en est blessé, en tout cas pour le début de la série face à Miami. Miami qui a l'habitude, vraiment la culture des playoffs. S'il y a une équipe à l'Est actuellement qui a la culture des playoffs, c'est Miami. Yann, on y croit ou pas aux Sixers? En tout cas, on a vraiment envie d'y croire, parce que ça fait 3 ans, si je peux me permettre, qu'on suit la même finale, que l'année dernière, les playoffs ont été, il faut dire la vérité, chiant. Voilà, très très chiant, ennuyant. Et on a envie de croire à Philadelphie parce qu'on les appelle notamment les Warriors de la conférence Est. Il y a une raison, c'est parce que ça joue très vite, ça shoot à 3 points, ça se passe beaucoup la balle. C'est l'équipe qui donne... C'est aussi l'ancien nom de la franchise d'ailleurs. Bravo, bien vu, Guillaume de Goulet. C'est énorme. Incroyable. Incroyable. Le meilleur bilan en saison régulière pour Philadelphie depuis 2001, donc... Allen Iverson, finale NBA, perdu contre les Lakers, n'est-ce pas? Il reste sur 16 victoires de suite, n'est-ce pas? C'est énorme. C'est énorme.
sur une fin de saison qui était plutôt facile pour eux. Tout à fait, contre une adversité relative, mais néanmoins il fallait le faire, surtout que Joel Embiid était blessé. Et au milieu de tout ça, évidemment, on a cet ovni, Ben Simmons, qui joue sa saison rookie, je vous rappelle, il était blessé la première année, mais il joue sa saison rookie. Et on a l'impression de voir un espèce d'hybride de LeBron James, Magic Johnson, enfin chercher les noms les plus huppés, les plus historiques. Et en fait, on a un mélange, un meneur de jeu de grande taille, fluide, qui est capable de distribuer le jeu, de tout fracasser au dunk quand ça l'amuse, ou de tirer de temps en temps. Voilà, c'est son petit défaut. Ce qui me plaît bien, c'est que c'est une équipe qui me fait penser aux Spurs. Alors évidemment, peut-être pas dans le jeu, ou une équipe des Spurs, on va dire, vitaminée, qui joue évidemment beaucoup plus vite, parce que l'époque est plus jeune. Oui, mais enfin les Spurs ont été jeunes aussi. Mais c'est surtout dans la culture de la franchise, avec 5 joueurs internationaux dans le groupe, on va dire dans le noyau dur. Simmons australien, Saric croate, Embiid camerounais, Bellinelli italien, Ilyasova turc. Donc il y a vraiment une équipe internationale un peu très, voilà, avec un jeu qui... Il y a un Français aussi. Ouais, Luau Cabarro. Alors oui, sans parler, mais enfin qui malheureusement a un temps de jeu extrêmement réduit depuis l'arrivée de Bellinelli notamment. Ouais. Donc effectivement, il y a vraiment une culture internationale qui ressemble un peu à celle des Spurs. Je trouve que c'est vraiment une équipe qui apporte un air frais extraordinaire à la NBA cette année. Elle est là plus vite que prévu, et ce qui est marrant, c'est qu'elle peut aller loin plus vite que prévu en play-off aussi. Pourquoi ? Parce que le chemin est quand même un petit peu plus dégagé maintenant que Boston a tous les soucis qui se sont accumulés, et vraiment on peut imaginer que Philadelphie aille en finale de conférence d'une part, et peut-être même un poil plus loin. Un poil plus loin, Amaury, c'est quoi, jusqu'en finale NBA ? Non, pour les Sixers ? Mais je vais invoquer souvent le même argument pour quelques équipes. Je pense qu'il y a une question d'expérience. Philadelphie a mis du temps à retrouver les playoffs. Et il les retrouve cette année en ayant joué vraiment le coup à fond et superbement. Je pense qu'ils font une saison idéale. Je pense qu'on pensait peut-être même pas qu'ils aillent aussi loin en saison régulière. Leur fin de saison leur permet de finir très très haut. Je pense que Miami, on est quasiment tous d'accord, c'est une formalité, même s'il faudra se méfier de la capacité d'Eric Spoelstra à fédérer ses joueurs. Il y a cette culture des playoffs. Ils ont un vrai banc, parce que Philadelphie a mis du temps à trouver. Que je pense que le premier tour sera peut-être plus difficile que le deuxième pour Philadelphie. Ça dépend, parce que du coup un deuxième tour, ça voudrait dire soit Milwaukee ou Boston. Ça dépend de l'état de fatigue des équipes. Pour revenir à Philadelphie, effectivement, une finale de conférence, ça me paraît tout à fait approprié. Mais à quel moment est-ce que l'expérience va leur faire défaut ? Il faut surtout pas prier pour que soit Simmons ou Embiid se reblessent, et les blessures en play-off, ça arrive quand on a joué X matchs dans la saison, qu'on a aussi beaucoup donné pour essayer d'atteindre cet objectif-là. Maintenant, c'est une équipe qui est séduisante à voir jouer. J'ai quelques doutes sur leur capacité à défendre avec efficacité, notamment dans les matchs très chauds. Après, voilà, pour moi, Philadelphie, on va en parler vraiment quand on les aura vus faire leurs 2 tours et a priori arriver en finale de conf face à Cleveland. Ce qui est quand même déjà assez énorme, quoi, parce que qui aurait imaginé ça en début de saison, avec toutes les interrogations qu'il y avait encore. Rappelons-nous, Ben Simmons avait débarqué après une année gâchée par une blessure. Markelle Fultz était en plein doute, le numéro 1 de la draft, qui revient là en fin de saison. C'est aussi un énorme signe quand même de rajouter ce type de joueur au roster qui est déjà assez fourni. Donc ce serait un accomplissement étonnant, et peut-être une des plus belles histoires de la NBA collective de ces dernières années. Et c'est ce qui finalement a peut-être sauvé la franchise, ou en tout cas beaucoup les aider sur le playoff, c'est d'avoir réussi à retrouver, on va dire, un banc avec Fultz, Ilyasova et Bellinelli, qui est une très bonne pioche sur la fin de saison. Il retrouve un peu de capacité et de puissance offensive. Maintenant, il va falloir aussi y arriver en défense. Fila en finale de la conférence Est, on y croit ? D'un seul mot, Amaury ? Oui, non ? Oui. Yann ? Oui. Arnaud ? Oui, bien sûr. Donc 1000 fois oui. À fond Fila alors. À fond. Allez, on enchaîne, on traverse le Mississippi, direction la conférence Ouest, et on va tomber directement sur la meilleure équipe de la saison, tout simplement. Les Houston Rockets, plus sacrés eux depuis 1995, avec une équipe à l'époque qui était excellemment brillante, avec Olajuwon, avec Clyde Drexler. Aujourd'hui, c'est Chris Paul, c'est James Harden, c'est Clint Capella. Est-ce que cette équipe-là a les armes, a les épaules pour retourner tout en haut, pour aller décrocher le trophée Larry O'Brien ? Au premier tour, ils seront opposés aux Minnesota Timberwolves, dont on ne fait pas grand cas, j'ai l'impression.
C'est difficile de ne pas imaginer Houston aller au bout. Cette année, ils sont en tête des bilans de la saison, scratch. Ils ont des chiffres qui sont au vert un peu partout et ils ont énormément progressé. Eux qui avaient une grosse culture offensive, avec Mike D'Antoni et son jeu là aussi survitaminé, ils ont ajouté une défense qui, certes, n'est pas la meilleure de la NBA, mais qui malgré tout est solide et peut-être donne certains gages pour passer les obstacles en play-off. Cette équipe, justement coachée par Mike D'Antoni, elle rappelle un peu celle des Suns, celle de Phoenix en 2005, avec Boris Dio notamment et Amar'e Stoudemire. Oui, Steve Nash. Alors oui, un peu dans la philosophie, je fais la vache, philosophie de jeu, mais pour le reste, non, parce que là, je trouve que Houston a quand même un banc qui est beaucoup plus vaste que celui que Phoenix avait. Rappelez-vous, ils avaient pas mal galéré en play-off avec des blessures, et c'était un peu miraculeux d'ailleurs qu'ils arrivent quand même à pousser les Spurs dans leur dernier retranchement en 2007. Voilà, donc je pense que c'est deux équipes un peu différentes. Maintenant, dans l'approche du jeu, oui, on joue vite et on met tout dans les mains des arrières avec le duo Harden-Paul. Voilà, c'est un peu la limite. C'est ce qui fait que je suis pas méga fan, moi, personnellement, mais on s'en fout. Peu importe, l'important, c'est qu'ils aillent loin. Et je crois que cette année, quand même, ils ont de forts arguments. Donc, c'est pour ça que moi, je mise sur une victoire facile contre Minnesota au premier tour, parce que je vois pas comment Minnesota peut prendre ne serait-ce qu'un match, peut-être un, allez, maximum, pour faire plaisir. Et ensuite, je pense qu'il y aura pas trop de soucis contre Utah ou contre OKC. Et ensuite, il y aura le grand affrontement probablement contre les Warriors, qui sera la mère de toutes les batailles de l'Ouest, et on verra effectivement si Houston a vraiment progressé et est capable d'aller chercher jusqu'au titre derrière. Même regard Yann, les Wolves qui retrouvent les playoffs pour la première fois depuis 2004, ils ont été battus par les Lakers à l'époque, ils n'ont aucune chance à ton avis d'arrêter la marche en avant des Rockets? Non, on voit pas du tout comment. Moi je suis plutôt sur la ligne du coup de balai, du sweep, je vois pas comment ils pourraient prendre un match. Même s'il reste sur l'euphorie donc de la qualification en prolongation dans le dernier match de la saison régulière contre Denver. Donc évidemment, ils vont vouloir faire plus, mais est-ce qu'ils ont vraiment les arguments? On les attendait un peu plus haut, notamment le duo Karl Anthony Towns et Andrew Wiggins. Towns, le pivot, a été à la hauteur de ce qu'on attendait, mais Wiggins, c'est un peu une éternelle déception. Voilà, un peu une carrière sinusoïdale jusque-là. Il fait des très bonnes performances un soir et il se plante complètement le lendemain. Ces deux joueurs n'ont aucune expérience des playoffs, donc je pense que c'est une simple visite. Les Loups vont se faire croquer d'entrée, Amaury? En fait, je suis un peu entre les deux, c'est-à-dire que le 4-0 pour moi est probable, mais le fait de rester sur cette qualification un peu inespérée, il récupère Jimmy Butler, donc il y a peut-être une sorte d'émulation qui va se mettre en place. Coaché par Tom Thibodeau. Bon, Thibodeau a l'expérience, mais j'y crois pas trop. Après, il y a vraiment un gros problème, c'est que Minnesota ne sait pas défendre. Et face à une équipe qui est aussi puissante offensivement que Houston, ça va forcément poser problème. Et surtout, ce qui est admirable chez Houston cette saison, c'est les go-to guys du banc. C'est les Eric Gordon, c'est Gerald Green qu'on n'attendait pas à ce niveau-là dans cette équipe-là. Donc ils ont de quoi faire en fait avec le deuxième 5, ce que ne pourra pas se permettre Minnesota. Donc accrocher un match dans l'euphorie, oui. 2, ça reviendrait presque à l'accident pour Houston. Et de là, aller voir éliminer, c'est hors de question. Le seul défi pour Minnesota, c'est d'être capable de prendre moins de 110 points sur un match. Ce qui est absolument pas certain. Et ils ne l'ont pas fait cette saison dans les confrontations directes. Ils ont toujours encaissé, je crois, quasiment 120 points de moyenne contre Houston. Affreux. Mais attention au duel Chris Paul-Jeff Teague, parce que je pense que Jeff Teague est quand même capable d'apporter beaucoup aux Timberwolves dans ce genre de match. Mais je pense qu'ils partent de trop loin, ils ont laissé trop d'énergie en route. Attention aussi au duel suivant, celui qui opposera le champion sortant, champion 2017, Golden State Warriors, face au champion 2014, les San Antonio Spurs, et j'y arrivé, qu'on a annoncé vieillissant, presque fini. Finalement, ils sont en play-off. Oui, je te vois sourire, Arnaud, je sais bien. Mais je reste sur la même ligne. Moi, est-ce que les Spurs ont la moindre chance face aux Warriors, privés, rappelons-le, au moins pour le premier tour de Stephen Curry? Le duel entre Popovich et Kerr sera extrêmement intéressant du point de vue émotionnel, évidemment, à suivre. Mais franchement, qu'est-ce qu'ils ont à proposer, ces Spurs, face aux Warriors? Pas grand-chose, hein. On passe au tour suivant vite fait. Ils ont d'abord à proposer une fantastique défense. C'est pas trop un hasard, mais c'est l'une des deux équipes qui, cette année, encaisse moins de 100 points par match, qui est devenu un exploit dans la NBA d'aujourd'hui, où tout est donné pour l'attaque, tout est donné aux attaquants. Néanmoins, je pense que pour Golden State, malgré l'absence de Stephen Curry, l'équation est assez simple, vu que Kawhi Leonard a été un mélodrame et un feuilleton toute la saison, et que
il est très fort, peu probable qu'on le voit cette saison sous le maillot des Spurs. La principale menace, en tout cas offensive des Spurs, c'est LaMarcus Aldridge. Dès que ça n'allait pas, c'est lui qui a porté l'équipe, notamment sur les 20-30 derniers matchs, et qui a permis de faire le dernier push pour se qualifier pour les playoffs. Donc, en résumé, si les Warriors arrivent à verrouiller un peu LaMarcus Aldridge, ça doit devenir très difficile pour le reste de l'équipe. Même s'il y a la culture Spurs, il y a du jeu collectif, comme toujours, il y a la patte Popovic, mais voilà, manque d'expérience quand même dans l'équipe. Et il y a Tony Parker, Amaury, non ? Non, je pense que, enfin, il est clairement sur le déclin, mais ce qui est assumé, il l'a répété maintes fois que sa blessure allait prendre du temps à encaisser, et pour en guérir, même peut-être l'année prochaine, ça va être difficile au démarrage. Je pense que honnêtement, Golden State pouvait pas rêver meilleur tirage que San Antonio au premier tour. On parle d'une équipe à qui il manque son meilleur joueur, qui va affronter une autre équipe privée de son meilleur joueur. Et au final, tout va se résumer à LaMarcus Aldridge du côté de San Antonio, alors qu'en face, il y aura Kevin Durant, il y aura Draymond Green pour défendre, il y aura Klay Thompson pour mettre des shoots. Il y aura trop de choses à gérer pour Greg Popovich et à un moment donné, je me suis même demandé s'ils n'allaient pas peut-être même chercher à lâcher les playoffs pour essayer de... Ils vont pas faire forfait quand même. Non, pas forfait, mais en fin de saison, voilà, honnêtement, je pense que c'était le meilleur tirage qu'ils pouvaient espérer pour récupérer Stephen Curry tranquillement au tour suivant, le préparer, le mettre dans de bonnes conditions et éviter de... Oui, parce que le tour suivant, ce sera les Rockets, hein, a priori, si je vous ai bien suivi. Arnaud, je te vois sourire en coin là. Non, tu crois aux Spurs ? Non, du tout. C'était juste pour dire que pour les Spurs, ce premier tour l'intérêt majeur était de faire un petit peu grandir les jeunes qui doivent constituer l'avenir évidemment de cette franchise. Ils sont pas très nombreux, mais il y en a quand même quelques-uns qui jouent un peu cette saison et qui vont avoir un rôle très important en play-off, à commencer par le meneur Dejounte Murray, qui est le successeur annoncé de Tony Parker, et que Parker va tenter de développer lui dans son ombre, et dès ces playoffs là c'est intéressant parce qu'il va avoir des jolies choses à faire. Murray défensivement, on sait que c'était un très bon défenseur, un joueur qui est capable d'être la pointe un peu avancée de cette équipe, donc voilà, c'est une forme d'expérience qu'il va acquérir. Le tour de playoff serait gagné, ces playoffs seraient gagnés pour les Spurs s'ils gagnaient justement 1 ou 2 matchs contre les Warriors finalement. Je pense pas qu'ils espèrent grand chose de plus, ils ne font pas énormément d'illusions à mon avis. Et ce qui est terrible, c'est qu'il suffit de revenir 1 an en arrière pour voir que c'était l'affiche de la finale de conférence et que les Spurs étaient potentiellement en position d'aller en finale NBA. Alors il y a un côté revanchard peut-être aussi du côté des Spurs, sur lequel Popovich va sûrement jouer un peu. Effectivement, rappelons-nous l'année dernière cette terrible série qui a déclenché un peu justement le début de tous les soucis avec l'absence très longue durée de Parker juste avant, et puis depuis on n'a pas revu Kawhi, ou très peu finalement, Kawhi Leonard. Donc je pense que peut-être que San Antonio va avoir un petit côté revanchard qui peut être intéressant dans l'affrontement au début en tout cas de la série, hein, voilà, sur le match 1 et sur le match 2 qui seront évidemment à Auckland, et ça c'est un des vrais problèmes aussi sur cette série pour les Spurs, c'est qu'ils sont très très mauvais à l'extérieur cette saison. Donc voilà, quand on n'a pas l'avantage du terrain en play-off, quand on n'est pas bon à l'extérieur, en général on va pas bien loin. Portland, New Orleans, ce sera aussi l'une des affiches du premier tour à l'Ouest. Alors, ce sont 2 des équipes de NBA dont j'ai l'impression qu'ils sont qualifiées pour les playoffs, dont on parle le moins, dont on fait le moins le cas, dont on a peut-être le moins parlé en saison régulière. Une seule victoire d'écart entre le troisième, Portland, 49 victoires, 33 défaites, et les New Orleans Pelicans, 48 victoires, 34 défaites. Pourtant, quand je regarde les pronos que vous m'avez gentiment concoctés, je vois que Portland passe facilement, 4-2, 4-1 contre New Orleans. Les Pélicans, on n'y croit pas parce qu'ils ont perdu de Marcus Cousins, c'est ça pour résumer ? Même si le bilan saison régulière de 2 laisse à penser que ce sera peut-être plus serré que ce qu'on peut imaginer. Si on regarde le 5 majeur de New Orleans, c'est hyper séduisant parce qu'ils ont réussi à remplacer Cousins par Mirotic, qui finalement a réussi à quitter Chicago, ce spectre-là, pour arriver dans une équipe qui va jouer les playoffs et où il a un coup à jouer. Le seul problème, c'est que tout va se résumer à Anthony Davis, et en face, il y a du gros pour défendre. Il y a du Youssouf Nurkic, et il faudra en plus de ça s'occuper de Damian Lillard et de CJ McCollum. Je vois pas les Pelicans arriver à gérer tout ça en même temps. Ils ont un Rajon Rondo qui est magnifique à la passe, mais qui à côté de ça ne fait rien d'autre. Pardon. Et Jrue Holiday, très bon sur les extérieurs, mais encore une fois, tient pas la comparaison face à CJ McCollum ou Damian Lillard.
Quoique, McCollum pourrait être le maillon faible de cette équipe, après avoir fait deux saisons très solides. On sent qu'il est un peu moins stable, un peu moins solide. Donc pourquoi pas aller accrocher 1, 2, peut-être 3 matchs, peut-être une série en 7. Mais voilà, sur 7 matchs, sur une série qui dure, a priori Portland a l'expérience, et avec son duo derrière qui fait partie des 2 meilleurs, qui font partie des 2 meilleurs à leur poste, ça devrait pas poser de problème au premier tour. Damien Lillard, justement, Yann, pourquoi on n'en parle pas suffisamment de ce joueur-là ? C'est incompréhensible, honnêtement, puisque en gros, depuis le All-Star Game, il faudrait vérifier la statistique précise, mais il a sorti une pelletée de matchs à plus de 40 points. Il est absolument intenable, il est à droit de loin. Il fait à peu près ce qu'il veut sur le terrain. Et je pense que c'est l'un des joueurs dont on pourrait considérer la nomination au titre de MVP, même s'il ne tient pas à la comparaison totalement face à James Harden ou à LeBron James. Justement, son drame, le fait qu'il soit un peu sous-estimé ou un peu dans l'ombre comme ça, c'est parce qu'il est dans la conférence Ouest où il y a beaucoup d'arrières de top niveau. Quand on est à l'époque des Warriors, à l'époque d'Oklahoma City, à l'époque de Houston, avec des Harden, des Chris Paul, des Curry, des Klay Thompson, des Westbrook, etc., c'est difficile de sortir de cette nasse-là, surtout quand on est à Portland, qui est une franchise, un petit marché, comme on dit, de la NBA, qui est un petit peu dans l'ombre, et pourtant qui fait 3e, même si c'est ric-rac, parce que au classement au total des victoires, il n'y a pas grande différence entre le 3e et le 6e ou le 7e à l'Ouest. 3 et 6, oui. En 3 et 6, donc voilà, mais malgré tout, ils ont fait une saison solide, où ils ont toujours été vraiment en bonne position toute la saison, quasiment, me semble-t-il. Jusqu'à la fin, où ils perdent 7 de leurs 12 derniers matchs. Ouais, mais enfin bon, c'est pas ça qui a mis en péril leur 3e place, donc ils ont gardé l'avantage terrain. On sait que l'avantage de la salle dont j'ai oublié le nom, Moda Center. Ouais, mais c'était le Rose Garden, voilà, ça reste le Rose Garden quand même, parce que c'est une salle magique. J'ai eu la chance d'y aller, voir jouer les Blazers à l'époque de Nicolas Batum et de Brandon Roy, et franchement, non, pas de Clyde Drexler, quoique, si, peut-être, non, c'était pas encore Clyde Drexler, enfin, c'était avant le départ de Drexler aux Rockets, effectivement. La finale 92, j'y étais pas, mais on sait que le Rose Garden était une salle, et reste une salle extraordinaire, une des plus chaudes de la ligue, donc ils ont cet avantage du terrain en play-off sur le premier tour. Je pense qu'ils vont le maintenir sans trop de difficultés contre New Orleans, en effet, qui manque un peu de réserve, peut-être. Et ça veut dire potentiellement après affronter Golden State, et c'est là où peut-être il y a un vrai match. Et à préciser qu'il y a quand même une différence de dynamique entre les deux équipes, puisque Portland a perdu 4 de ses 5 derniers matchs, alors que New Orleans joue très bien en ce moment, et notamment le dernier match. C'est eux qui ont précipité San Antonio dans les griffes des Warriors. Des Warriors, exactement. Et donc Anthony Davis est quand même sur un nuage depuis un certain temps, lui aussi dans la discussion des spécialistes américains pour le MVP. Rajon Rondo, qu'on n'avait pas vu aussi bon, je pense, depuis ses bonnes années aux Celtics. Et tu l'évoquais tout à l'heure, Maury, Jrue Holiday aussi, je pense qu'il fait la meilleure saison de sa carrière. C'est un meneur sous-estimé. Hein. Enfin, c'est un extérieur sous-estimé. Vous parliez de salles super chaudes, je vous propose de terminer ce petit panel à l'ouest avec 2 franchises dont les salles sont également méga chaudes, évidemment le Oklahoma City Thunder et le Utah Jazz. Alors la clé, est-ce que ce sera l'ambiance ou est-ce que ce sera la capacité de nos amis Ricky et Rudy à faire déjouer Paul George, Carmelo Anthony et l'animal Russell Westbrook qui se lance? Est-ce que le problème n'est pas inverse? Est-ce que ce sera plutôt la capacité d'Oklahoma City à faire jouer ces 3 stars en même temps, et pas une star qui phagocyte la capacité des 2 autres à jouer? Je sais pas si ça se décrète avant les playoffs, quoi. Le problème, c'est qu'on n'a pas vu tout ça. On n'en a jamais eu la preuve cette saison. Et d'ailleurs, cette saison, vous observez qu'en début de saison, ils ont essayé de forcer le trait, c'est-à-dire d'essayer de distribuer le jeu, de répartir les tâches, et que petit à petit, il a fallu que Russell Westbrook rejoue comme Russell Westbrook, c'est-à-dire en faisant tout, souvent tout seul, pour que l'équipe se qualifie en play-off. À une nuance près, je pense, quand même, finalement aujourd'hui, Oklahoma City compte plus sur un duo Westbrook-Paul George, avec Carmelo Anthony qui donnera ce qu'il peut donner quand il aura les ballons, ce qui finalement va réduire quand même
un des ailiers les plus connus de sa génération, a un rôle de faire valoir, mais c'est dans ce rôle-là finalement qu'il pourra peut-être s'épanouir à Oklahoma City. Est-ce que c'est pas la clé justement un peu de la maturité ou de la maturation plutôt du Thunder, c'est qu'une de ces 3 stars-là, à un moment donné, se mette un peu en retrait, accepte de faire les sacrifices qu'il faut, et je crois que c'est effectivement à Carmelo de le faire, parce que l'âge aidant, s'il veut jouer un jour une finale NBA et viser un titre, il y a un moment donné, il va peut-être falloir qu'il prenne sur lui, comme beaucoup d'autres l'ont fait. Il trouvera beaucoup d'exemples dans le passé. En tout cas, cette série-là, moi, c'est celle qui m'excite le plus, c'est la plus belle du premier tour, et c'est celle qui sera peut-être la plus acharnée. Comme Philadelphie à l'Est, Utah, c'est vos favoris, un petit peu, vos chouchous à l'Ouest. C'est ceux qu'on a envie de pousser, au-delà de la présence du Rudy Gobert, qui est le Français dominant de la deuxième partie de la saison. Ça compte aussi, évidemment, mais oui, parce que c'est une équipe un peu comme Philadelphie, alors avec un jeu un peu différent, peut-être moins vitaminé, on court un peu moins, mais avec un jeu plus traditionnel, plus classique, académique, comme on dit. Quinn Snyder est un excellent coach. C'est une équipe un peu internationale aussi, ça me plaît beaucoup, avec Ricky Rubio qui s'est affirmé vraiment cette saison de plus en plus, avec des réussites au shoot, des pourcentages de réussite au shoot. C'est la barbe, je crois. Extraordinaire, possiblement, ouais. Rudy Gobert, évidemment, et puis d'autres. Bon, alors, évidemment, le rookie de l'année, ou pas le rookie de l'année, mais le candidat au titre de rookie de l'année, Donovan Mitchell, le rookie de l'année à l'Ouest, on va dire, Donovan Mitchell, et puis des joueurs internationaux intéressants. Je trouve qu'il y a un vrai truc à Utah. Si Rudy Gobert avait joué davantage cette saison, il avait été, rappelez-vous, en début de saison, handicapé par une blessure. 2 fois. Peut-être que Utah aurait fini à la place de Portland et aurait l'avantage du terrain. Ça c'est un petit peu le bémol sur cette série, c'est qu'ils n'ont pas l'avantage du terrain. Votre pronostic pour cette série, justement, Amaury ? Je pense que c'est le seul prono que je fais en 4-3, mais en faveur de Oklahoma City. Yann ? Moi, je dirais 4-3, mais en faveur de Utah, et je rappellerai que Oklahoma City a perdu... Avec match 7 gagné donc à Oklahoma City, parce que le Jazz n'a pas l'avantage du terrain dans cette série. Absolument, sauf que Oklahoma City a perdu 14 matchs à domicile cette saison, donc ils ne sont pas du tout fiables dans leur stade. Et j'aimerais ajouter aussi qu'au niveau de la défense, que Utah a fait quelque chose d'exceptionnel, c'est-à-dire qu'au point encaissé, ils sont exactement comme San Antonio, sous les 100 points encaissés par match. Mais il faut considérer que c'est quasiment un chiffre acquis sur la deuxième partie de saison, puisque c'est quand Rudy Gobert revient de ses blessures que le Jazz prend toute son ampleur dans ce domaine-là. Donc ça leur donne pour moi un avantage, avec aussi la stabilité dans le jeu. Et on rappellera que Quinn Snyder est un protégé de Greg Popovich, donc il est allé à l'école Spurs. Arnaud, même prono qu'Yann ou Kamori ? 4-3 de quel côté ? Moi je pense quand même que Utah va passer, effectivement, mais bon voilà, c'est une série qui va être super compliquée à pronostiquer, parce que je crois qu'elle va être serrée très vite, et bon, ça va être chaud. Moi je l'attends avec impatience, je vais me lever la nuit pour une fois. Non, enfin j'exagère, mais peut-être quand même. On verra un peu l'évolution de cette série, mais oui, je mets une petite pièce sur Utah pour pour le jeu, parce qu'il y a une opposition de style entre un jeu Oklahoma City parfois un peu dégueulasse, si vous me permettez l'expression, et le jeu d'Utah qui me tient vachement plus à cœur. Donc peut-être un petit côté sentimental pour Utah, au-delà de Rudy Gobert, bien sûr. Merci beaucoup, messieurs. Avant de conclure et de vous dire à la semaine prochaine, peut-être, si vous êtes retenus dans le casting. Dans le roster. Dans le roster, je vais simplement vous demander à tous les trois votre pronostic en finale. Et puis on se repassera la bande au mois de juin pour voir si vous aviez été bon. Amaury ? J'ai joué la sécurité et j'ai mis Golden State vainqueur face à face à Cleveland. Yann ? Houston 4-2 contre Philadelphie. Remarquable. Arnaud ? Houston aussi, 4-2 contre Cleveland. Eh ben c'est noté, c'est dans la boîte. Merci messieurs, à très bientôt. Salut à tous.